On croit souvent avoir tout lu, tout vu, tout entendu des grands événements historiques. Mais même de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des non-dits, des parties de l'histoire qu'on ne connaît pas ou peu. Quand il était petit, Roger entendait parler d'Auschwitz à la maison. Il ne savait pas ce que c'était, mais ça lui faisait peur, sans trop savoir pourquoi. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Adèle Salmon. J'habite à Montmartre, très précisément au 48 rue des Trois Frères, une petite rue qui serpente la butte et qui monte vers le Sacré-Cœur. Un petit appartement où j'habite depuis ma naissance, en 1947 jusqu'en 1965, donc j'y vis les 18 premières années de ma vie. C'est un quartier ouvrier, un quartier de gens du peuple, habité par des gens venus de toutes les provinces, de toutes les régions françaises et puis de toutes les régions du monde. Un quartier très chaleureux, très agréable. Nous habitons un appartement de 2 pièces avec mes parents. On n'a pas de douche ni de salle de bain, donc on se lave dans un bidet en fer blanc. Les WC, par exemple, sont sur le palier entre le 3e et le 4e étage. Cet appartement est modeste, l'immeuble est modeste, il n'y a pas beaucoup de place. Mon père, aidé par ma mère, sont ce qu'on appelle des ouvriers à domicile. C'est-à-dire qu'ils font de la confection pour hommes, ils cousent et ils fabriquent les pantalons. Il y avait 2 machines à coudre. Il y a ce qu'on appelle aussi une autre machine, une surfileuse qui trônait au milieu. Il y a une table sur laquelle se fait le découpage des tissus. Puis ensuite, ces pantalons, une fois terminés, boutons posés, sont ramenés chez les chefs d'entreprise, chez leurs patrons. Mes parents sont juifs polonais, mais originaires de régions différentes. À la maison, mes parents parlent principalement le yiddish. Le yiddish, c'est la langue des juifs d'Europe centrale. Et moi, quand j'apprends à parler, je parle d'abord le yiddish avant de connaître le français. Et puis, quand ils ne veulent pas que je comprenne, parce que je suis beaucoup dans leurs pattes dans ce petit appartement, ils se mettent à parler en polonais, qui est une langue que moi je ne comprenais pas. Et là, je sais que c'était des choses que je ne devais pas savoir. Nous n'avions qu'une chambre à coucher. Mes parents étaient dans leur grand lit d'un côté, et moi je dormais dans un fauteuil-lit qui était déplié chaque soir. Souvent, je les entends. Ma mère fait des cauchemars dont je ne comprends pas les termes, mais je sens bien que ce sont de mauvais souvenirs, des choses un peu dures qu'elle exprime. Mon père, lui, souvent quand je me réveille, il est déjà levé depuis un certain temps, accoudé à la fenêtre, et il pense, il se remémore des choses qu'il garde pour lui. Dire à ma mère que je l'ai entendu faire des cauchemars, je n'ose pas. Je ne veux pas l'obliger à me dire des choses qui lui font mal, et surtout, mon désir, c'est de la préserver, donc je me tais. Et les quelques fois où je pose des questions, ils me disent « Ne t'occupe pas de ça, on a vécu des épreuves difficiles, mais c'est fini, c'est terminé, ne t'inquiète pas, vis ta vie ». En gros, mes parents cherchent à me préserver et à me protéger, plutôt que de me raconter les épreuves qui ont été les leurs. Le dimanche midi, mes parents sont invités très fréquemment chez des amis à eux, soit pour déjeuner, soit simplement pour un goûter. Et puis tous ces gens parlent et puis se racontent beaucoup, se remémorent beaucoup ce qu'a été leur vie d'avant. C'étaient tous des gens issus de l'immigration. Des gens eux aussi originaires de Pologne ou d'autres pays d'Europe centrale, des gens qui ont été déportés ou bien qui ont combattu en Espagne dans les brigades internationales. D'autres avaient été résistants en France et avaient été dans les maquis. Tous ces gens que j'entends, ce sont des gens généreux, qui partagent une même espérance. Ils ont une véritable croyance pour l'universalisme. La politique est un des sujets importants abordés autour de la table.
je rencontre beaucoup de gens proches ou membres du Parti communiste et engagés en tout cas dans ce combat. Donc tout cela confirme ce que je comprenais à la maison, ce que j'entendais, et confirme le fait que mes parents avaient vécu et avaient traversé cette période si difficile. Et j'ai confirmation des liens qui existaient entre l'histoire de mon père et la plupart de ces personnes présentes, parce qu'ils parlent de choses qu'ils ont vécues ensemble. Lors de ces repas, mon père raconte comment, jeune apprenti dans son village en Pologne, il participe aux premiers mouvements sociaux, comment il a été emprisonné pour la première fois pour la participation à une manifestation du 1er mai. Et puis je comprends que dès ce moment-là, sa vie bascule et il devient petit à petit un militant chevronné, actif, quasiment un professionnel de l'action politique clandestine en Pologne. Dans ses récits avec ses camarades, il parlait naturellement de la vie en Pologne et de la guerre d'Espagne. En 1937, mon père souhaite répondre à l'appel du gouvernement espagnol de l'époque qui est face à insurrection du général Franco contre la République espagnole, et mon père souhaite en être et partir lui aussi combattre en Espagne. Je sais qu'il a été dans un certain nombre de combats importants, en particulier la fameuse bataille de l'Èbre au bord de ce fleuve espagnol. Je sais que mon père a été blessé, je sais qu'il a été emmené à l'hôpital. J'écoute ce que mon père raconte sur l'Espagne de manière passionnée et passionnante. Les amis et les proches de mon père ont un grand respect pour lui. D'abord, je constate qu'ils le consultent à chaque fois qu'il se passe un événement politique pour savoir ce qu'il en pense. Ils me disent, tu sais, ton père a été un héros, il a fait des choses exceptionnelles, tu peux pas savoir, sois sage avec tes parents, travaille bien à l'école. Donc à la fois un grand respect, une admiration dont on me parle sans me donner le détail des choses. Sur le coup, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais il y a des choses que je vois, que je sais. Ce que je sais, par exemple, c'est que je n'ai plus de grands-parents, que beaucoup des membres de la famille paternelle ou maternelle ont été assassinés pendant la guerre, que chez nous, il y a aucun objet ayant appartenu à mes parents avant la guerre. Et puis je vois, dès mon plus jeune âge, mon père comme ma mère avaient sur l'avant-bras ce tatouage en bleu avec ce numéro. J'apprends assez rapidement qu'ils ont été déportés, sans savoir exactement ce qu'était la déportation. Petit à petit, il y a un certain nombre de faits que j'accumule et qui constituent une sorte de faisceau de choses qui sont dans l'air, c'est dans l'ambiance du moment à la maison. Quand je suis enfant, je suis parfois, assez souvent d'ailleurs, malade, des petites maladies d'enfance, avec de la fièvre et avec des délires. Dans ces délires vient Auschwitz, comme si j'y étais, viennent des angoisses. Je me demande s'il n'y a pas autour de moi des anciens nazis cachés. Plein de cauchemars de ce type qui se succèdent et qui disparaissent au petit matin. Ce sont des choses que je garde pour moi. Dans les conversations que mes parents ont avec leurs amis, il y a des termes qui reviennent très souvent. Auschwitz, bien sûr, Birkenau, les capots, les Sonderkommando. Sonderkommando, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un terme affreux, il n'est pas beau. Moi, en tant que gamin, j'entends ce mot, j'ai envie de m'enfuir. Assez rapidement, j'apprends que des cousins et des cousines ont été tués pendant la guerre. Et vient un sentiment que j'ai la chance d'être là et qu'au fond, je suis là et pas eux. Dans l'appartement de mon enfance, il y a dans la chambre à coucher une boîte à chaussures particulière. Je ne l'ai jamais vue ouverte. Elle est posée, elle est là, elle attend, comme si mon père espère quelque chose pour pouvoir l'ouvrir. Et ce quelque chose ne vient pas. Et la boîte reste fermée. Et reste fermée de longues années. J'ai compris que c'est une boîte dans laquelle étaient enfermés des documents, des textes que mon père avait écrits immédiatement après la guerre. L'idée de mon père, c'est de continuer à combattre.
et d'être utile pour la cause politique qui était la sienne. C'est la raison pour laquelle il se porte volontaire pour aller travailler dans les usines de construction du mur de l'Atlantique. Un jour, mon père se trouve sur ce chantier à Lorient. Il doit avoir, je pense, un conflit avec un autre de ses travailleurs, qui était lui aussi quelqu'un qui avait fait l'Espagne, un Polonais, avec lequel il y a une embrouille, je ne sais pas laquelle. Et l'autre dit mais toi, je te connais, je te reconnais, t'es juif, et je vais te dénoncer. Et donc à ce moment-là, mon père prend peur et se dit il faut que je m'enfuis avant qu'il ne puisse me dénoncer. Et donc c'est la raison pour laquelle mon père décide de s'évader du chantier et de rejoindre Paris. En septembre 1941, mon père retrouve des anciens des Brigades internationales à Paris qui le cachent dans différentes planques pendant plusieurs semaines. Le 22 septembre 1941, mon père et son camarade Shimon Zaïdov ont rendez-vous avec un responsable de la résistance communiste dans Paris. Et mon père dit à son copain « Tu es fou, 9h du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues encore, on va se faire repérer, c'est risqué, on n'y va pas. » Et l'autre lui dit « Mais non, on a rendez-vous, faut y aller, tu te dégonfles, si c'est ça, j'y vais tout seul. » Et mon père, pour ne pas donner le sentiment de se défiler, dit « Bon, si c'est ça, on y va ensemble. » Quand mon père et Simone Zaïdov marchent dans Paris, ils essayent de trouver le chemin pour aller à leur rendez-vous. Et là, des policiers qui patrouillaient dans les rues de Paris les interpellent. Shimon, lui, avait des faux papiers sur lui. Et tout d'un coup, ils décident de s'enfuir, de courir chacun d'un côté. Mais comme mon père ne savait pas où il allait, tout d'un coup, il se retrouve devant le commissariat et il se fait arrêter tout de suite. Et quelques moments après, son copain est repris lui aussi et ils se retrouvent tous les deux au commissariat. Une fois au commissariat, les policiers veulent leur faire avouer qu'ils sont juifs et il se passe quelque chose de très cocasse, c'est que mon père reconnaît tout de suite qu'il est juif parce qu'il se dit que ça sert à rien de le cacher, donc ils se font emmener tous les deux du commissariat vers Drancy, qui était un nouveau camp d'internement dans lequel ils sont enfermés pendant plusieurs semaines. Le 27 mars 1942 est mis en œuvre la décision prise par les Allemands de déporter 1 millier de Juifs qui avaient été internés. Tout ça à la suite des premiers attentats qui ont eu lieu contre des soldats et des officiers allemands. Et l'idée des Allemands était de les déporter pour travailler en représailles de ces attentats. Le 27 mars, c'est le départ du premier convoi de déportés juifs de France. Mon père se trouve dans ce convoi des 1120 déportés vers Auschwitz, qui était à l'époque encore un petit camp de concentration. Je passe mon bac en juin 1965 à Paris et donc je m'inscris en sciences éco à Assas. J'arrive à la fac en 65. Mon père, depuis un certain nombre d'années, était très malade. Il a décroché de ses activités militantes depuis un certain temps. Il s'est éloigné de l'action politique quotidienne tout en restant fidèle à ses valeurs originelles. En mai 68, j'ai presque 21 ans. Et quand j'arrive à la fac, je m'engage dans l'action syndicale et politique. Et je le fais d'autant plus que je sentais que mon père, lui, avait décroché de cela et que quelque part, je décide de reprendre, de continuer le combat qui avait été le sien. Et émerge ce grand mouvement qu'on appelle le mai-juin 68. Ce grand mouvement de 68, c'est une révolte politique contre un conservatisme de l'époque, contre le gaullisme, pour des changements révolutionnaires, et c'est en même temps un mouvement de libération sociale qui embrasse les différentes composantes, je dirais, de la société. En mai-juin 68, avec les autres étudiants communistes d'Assas, nous sommes présents dans la fac, qui était occupée jour et nuit. Nous participons aux débats, aux discussions, aux disputes. Et
nous avons en charge d'occuper la terrasse donnant sur l'arrière de la fac, parce que ce que l'on craignait à l'époque, c'était l'irruption des étudiants d'extrême droite pour reprendre la faculté. Et donc, nous étions avec nos cocktails Molotov sur la terrasse de la fac, s'attendant à ce que des événements puissent se produire éventuellement. Après les événements de mai-juin 68, je milite énormément au niveau syndical et au niveau politique à l'Union des étudiants communistes, où je prends petit à petit des responsabilités jusqu'à devenir membre de son bureau national très rapidement en 69. Par la suite, en 78, avec le Parti communiste, nous mettons en œuvre la décision qui avait été prise l'année précédente, à savoir que je remplace le maire sortant et que j'ai quelques années pour faire mes preuves auprès de la population locale. Donc à 31 ans, je deviens le plus jeune maire d'Île-de-France de l'époque. En 2004, je rejoins l'œuvre de secours aux enfants. Proposition m'est faite d'en devenir le directeur et proposition que j'accepte parce que l'OSE était une association très particulière, à la fois juive laïque et une association qui a une histoire assez exceptionnelle, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a accueilli et sauvé plusieurs milliers d'enfants de la déportation. Ma vie professionnelle, elle est guidée par une vision sociale. Ma vie personnelle est assez riche et nous avons une famille avec enfants et petits-enfants très riche et très heureuse et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps. Je fais beaucoup de choses. Mais en même temps, je suis très proche de mes parents. D'abord, je suis fils unique. Ils n'ont que moi comme enfant. Mon père n'est pas en bonne santé. Ma maman tombe malade par la suite. Et donc, c'est à moi de m'occuper d'eux et d'être présent à leur côté. 1987, c'est l'année où mon père décède le 20 septembre. Il a 76 ans. Moi, j'en ai 40. Après la mort de mon père, je réalise le manque, le vide, l'absence. Je réalise que contrairement à ce que l'on espère, ses parents ne restent pas vivants tout le temps, donc que les questions qu'on n'a pas pu leur poser, on ne pourra pas les leur poser. Et que par rapport à l'histoire de mon père, il y avait tellement de choses que j'aurais voulu connaître et savoir et que je ne sais pas. En 1991, c'est à la fois l'année où mon plus jeune fils est né quelques mois auparavant, il a moins d'1 an, et c'est l'année où, au mois de mars, décède ma maman, à la suite d'un cancer qui l'avait beaucoup épuisé. Après le décès de ma maman, bien sûr, nous vidons l'appartement qui était le sien. J'y récupère un certain nombre de boîtes dans lesquelles il y avait des photos, des cartes postales, des courriers, des lettres. Et puis, je tombe sur une boîte que je connaissais particulièrement, qui était cette boîte à chaussures qui nous avait suivis depuis mon plus jeune âge. Je ne peux pas ouvrir cette boîte à chaussures. Je ne sais pas si je vais y apprendre des secrets indicibles, je ne sais pas si je vais y apprendre des informations sur d'éventuels sévices encore plus graves que ceux que je connaissais et qu'avaient subis mes parents. Je ne sais pas si on m'y parlerait de viol ou d'expérimentation médicale faite sur l'un ou sur l'autre, donc je n'ose pas. Je n'ose pas et je ne sais pas quoi en faire. Je décide de garder la boîte telle que, de la ranger dans mon bureau, en attendant qu'il se passe quelque chose. Au début des années 2000, ça faisait plus de 10 ans que mes parents étaient décédés. Dans ma famille, on me pose de plus en plus de questions. Mon fils aîné s'intéresse curieusement à cette période de manière, je dirais presque excessive. Mon épouse et mon plus jeune fils, on me demande de dire, de raconter. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc, la question de connaître et de transmettre fait son chemin, et elle le fait d'autant plus que, dans mes fonctions professionnelles à l'OSE, je rencontre un certain nombre d'anciens déportés, de survivants de la Shoah,
Et en discutant avec eux, je me rends bien compte que un jour viendra où ce sera ma génération de porter le poids de cette histoire. Un soir, je me dis: «Mais ça fait 15 ans que j'ai cette boîte à côté de moi, il faut que je regarde ce qu'il y a dedans». Et donc je la descends, je dénoue le fil et là, je me demande si ce que je vois est vrai. Je trouve, 4 cahiers d'écoliers, de couleurs différentes. Je feuillette le premier cahier, le second, je vois qu'ils sont écrits en polonais, par une écriture extrêmement belle, par mon père. Je n'y croyais pas, je me demandais si c'était vraiment, son écriture et bien sûr, c'était son écriture que j'ai retrouvée dans d'autres documents, mais le polonais, je ne le comprenais pas. Et donc ma question, c'est qu'est-ce que je fais de ces cahiers? Comment avancer? Là, je me rends au mémorial de la Shoah, nous rencontrons l'équipe de direction du mémorial. Ils me font la proposition de me présenter un jeune historien du mémorial de la Shoah, Alban Perrin, et Alban accepte de traduire ces documents pour moi. Il lui a fallu du temps pour les déchiffrer, pour les traduire. Alban me dit: «Écoute, ils contiennent des informations extrêmement importantes, certaines informations nouvelles et il faut réfléchir à quoi en faire». Dans ses carnets, mon père raconte qu'il arrive à Auschwitz après 3 jours de ce voyage en wagon. À l'époque, c'était un petit camp qui comprenait quelques milliers de prisonniers, d'internés, des Polonais, des soldats soviétiques, des Juifs, des Allemands. Les déportés étaient affectés à la construction des baraques en bois qui allaient constituer, je dirais, l'essentiel de l'extension du camp de concentration. Les Allemands avaient pour objectif de déstructurer les prisonniers, les déportés, donc en leur faisant mener des tâches inutiles pour beaucoup. Ça pouvait être des transports de briques et de pierres d'un endroit à un autre, sans aucune véritable utilité. Et puis ensuite, il a été affecté à des travaux plus «utiles» entre guillemets, puisque il avait une formation de menuisier, d'ébéniste. Il a réussi à se faire employer comme menuisier dans le camp. Un jour, en novembre 42, un détenu qui travaillait dans les services administratifs du camp vient parler à mon père et lui dit: «Il y a une usine de chaussures de la marque Bata pas très loin du camp. On cherche des internés pour travailler là-bas». Pourquoi pas, il accepte. Mais en fait, d'usine Bata, il n'y en avait pas, et de chaussures non plus. C'était une affectation dans ce que l'on appelle le Sonderkommando, chargé de liquider les corps des Juifs exterminés par les Allemands une fois passés par la chambre à gaz. Quand mon père comprend qu'il ne s'agit pas de l'usine Bata et que tout ça était un leurre, il comprend qu'il a été pris dans une sorte de piège, de souricière, parce qu'il n'était pas possible de reculer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Sonderkommando, c'était des déportés, prisonniers, qui n'avaient pas leur mot à dire et qui n'avaient qu'une seule mission, c'était de sortir les corps des déportés morts dans les chambres à gaz, de les dépouiller des quelques objets de valeur qui pouvaient leur rester, en particulier quelques dents en or, de raser les femmes parce que les cheveux étaient utilisés pour l'industrie allemande, et de les brûler et de sortir les cendres pour les disperser, pour qu'il ne reste pas de traces des Juifs assassinés. La volonté des SS, c'était de faire accomplir ces tâches macabres par d'autres que par eux-mêmes, parce que ne voulaient pas se salir les mains, entre guillemets, de tâches qu'ils faisaient faire par leurs esclaves. Les Allemands organisaient la mise à mort de manière industrielle et en s'occupant de l'efficacité, du rendement des tâches qu'ils faisaient accomplir. La crémation dure 5 fois plus de temps que le gazage. Donc ils avaient un problème d'encombrement. Il fallait aller vite.
Les SS avaient eux-mêmes évalué qu'il était possible de brûler 1440 corps par jour, par 24 heures, dans les grands crématoires, les 2 et 3, et 768 dans les crématoires 4 et 5, parce que tout ça, il l'avait écrit, il l'avait consigné. Mon père, dans son témoignage, estimait que le rendement était de l'ordre de 100 personnes brûlées par heure. Les Sonderkommando, eux, étaient isolés par rapport au reste du camp. Il ne fallait pas qu'ils sortent de leur secteur pour ne pas raconter aux autres déportés ce qu'ils voyaient et ce qu'ils étaient amenés à faire. Donc ils étaient prisonniers dans le camp. Ils vivent près des crématoires avec cette odeur de corps brûlés. Et les Sonderkommando travaillaient 24 heures sur 24 en 2 équipes de 12 heures chacune. Dans ses carnets, mon père raconte des choses horribles. Par exemple, il est arrivé à certains de ses camarades Sonderkommando comme lui de s'apercevoir que des corps qu'ils devaient manipuler étaient parfois des êtres proches, des gens de leur village. Certains Sonderkommando ont dû brûler les corps de leurs propres enfants, de leurs femmes, de leurs mères, de leurs pères. Ces prisonniers étaient totalement désespérés. Moi, je me pose la question, en lisant ces textes, comment a-t-il pu survivre à cela? Comment peut-on survivre à des événements pareils? Mon père répond à cette question en disant que 10 fois, 20 fois, 100 fois, il aurait pu décider de se suicider. Se donner la mort à Auschwitz, c'était en finir avec ces atrocités auxquelles ils étaient confrontés quotidiennement. Mais mon père était d'abord un militant et quelqu'un qui était engagé. Donc pour lui, la question était de tenir le coup, de survivre pour raconter ensuite, parce qu'il était persuadé que l'Allemagne nazie serait vaincue. Il le dit clairement dans son texte. Il affirme qu'il fallait tout faire pour survivre et pour résister. C'était l'alpha et l'oméga de son engagement depuis le début, et son objectif était de contribuer à détruire sous différentes formes ce système, s'entraider à tenir le coup avant de voir ce que l'on peut faire pour participer à la destruction de ce système. Et je crois que ça n'est que ça qui l'a fait tenir, parce que si vous n'avez pas l'un de ces espoirs-là, pourquoi vivre dans ce contexte ? En 1943, il y aurait 400 membres des Sonderkommando au sein du camp. Mon père côtoie à Auschwitz différentes nationalités. Il y a des prisonniers politiques allemands, il y a des soldats soviétiques, il y a des Polonais, il y a des Juifs polonais de Hongrie, de Belgique, de tous les pays d'Europe. Il y a là-dedans des gens qui ont fait de la politique, soit qui ont fait la guerre d'Espagne, soit qui étaient engagés politiquement dans les différents pays dans lesquels ils vivaient. Et donc, petit à petit, ils vérifient les uns les autres que les gens qu'ils ont en face d'eux ne soient pas des mouchards, ne soient pas des traîtres, parce que s'il y avait trahison, c'était immédiatement la mise à mort. Donc petit à petit se monte un réseau de résistance et se constitue une organisation internationale qui se pose la question de quoi faire, et tout ça se met en place en 1943 en particulier. L'objectif de cette organisation politique, c'est d'abord l'entraide. Mon père, dans son texte, dit à un moment une phrase qui, moi, m'a bouleversé. Il me dit que parfois, il est plus important d'avoir une parole affectueuse et de soutien plutôt qu'un morceau de pain. Et quand on pense le manque de pain et de nourriture qu'il y avait dans le camp, on comprend ce qu'était le besoin d'entraide morale entre les uns et les autres. Cette organisation se constitue dans l'urgence parce qu'ils sentent bien que leur fin est proche. Il y avait des période où il y avait plus ou moins de convois qui arrivaient en fonction de différentes circonstances.
Et donc, le nombre de membres de Sonderkommando affectés à cette tâche fluctuait. Et lorsque les Allemands n'avaient plus besoin d'un nombre X de membres de Sonderkommando, on s'en débarrassait en les assassinant eux-mêmes. Et on recrutait des nouveaux membres de Sonderkommando pour remplir les missions quand il y avait plus de besoin. Mon père a un rôle central parce qu'il joue le rôle de courroie de transmission entre la résistance des Sonderkommando et la résistance du camp général. Donc à la fois il transmet au secteur Sonderkommando les directives de l'extérieur et il transmet à l'extérieur les informations de ce qu'il entend parmi les membres des Sonderkommando. La direction de la résistance s'est dit à un moment donné qu'il fallait prendre des photos pour les transmettre à la direction de la résistance polonaise à l'extérieur du camp. Et leur objectif était bien de montrer ce qu'était la réalité de l'extermination, de la mise à mort. Et donc cette idée a germé et un appareil photo a été récupéré vraisemblablement dans ce qu'on appelle le Canada, c'est-à-dire l'entrepôt dans lequel les Allemands mettaient tous les objets de valeur, toutes les choses qu'ils voulaient utiliser. Cet appareil a été transmis aux Sonderkommando par mon père. Et là, un groupe de 4 déportés a été chargé de prendre ces photos. Les 4 décident de se poster autour d'une des chambres à gaz au moment où elle ne fonctionnait plus. Le photographe se situe à l'intérieur de la chambre à gaz. Et on voit tout autour le cadre de l'ouverture, avec au fond des corps fumants qui avaient été recouverts de chaux et des membres des Sonderkommando s'activant autour d'eux pour remplir ce charnier. Et donc c'est une des expressions les plus crues de la manière dont ont été exterminés un certain nombre de déportés. Cette photo, on sait qu'elle est parvenue à la résistance extérieure, transmise dans un tube de dentifrice. L'appareil, d'autre part, lui, a été enterré au pied des baraques du Sonderkommando. Ce sont les seules photos prises à l'intérieur du camp par des déportés. Les autres photos d'Auschwitz, ce sont des photos qui ont été prises par des Allemands en situation où on fait poser les déportés. Donc elles ne sont pas naturelles, elles ne sont pas vraies. Les seules vraies photos prises à l'intérieur, ce sont ces photos prises par ce groupe de déportés. Entre mai et septembre 1944, c'est une période où les Allemands décident d'accélérer l'extermination des Juifs d'Europe et liquident de nombreux ghettos et de nombreux camps secondaires, et où une décision est prise d'exterminer tous les Juifs hongrois qui jusqu'alors avaient été préservés par le gouvernement fasciste hongrois qui les avait gardés dans le pays. Et donc les convois se succèdent aux convois et l'extermination est extrêmement soutenue, extrêmement forte. Dans cette période, les chambres à gaz et les crématoires fonctionnent à plein régime et mon père estime dans son ouvrage à 500 000 le nombre de victimes de cette période. Pour faire face à ces besoins, le nombre de membres des Sonderkommando est multiplié par 2 et augmente à 970. Après cette période de pic du nombre de convois, au moment où les convois diminuent, un certain nombre de Sonderkommando savent que leurs jours sont comptés parce que leur tour viendra. Ils savent que les Allemands vont les liquider, ils savent que plus les armées alliées avancent et plus eux risquent de périr. Ils décident, le tout pour le tout, et de lancer un mouvement, de révolte pour affronter directement les nazis. Leur plan, c'est d'une part de détruire les plus grands des fours crématoires et à partir de là, désorganiser le camp en tentant une évasion en nombre. Cette révolte aura lieu le 24 août 1944 et précisément à 18h. Cette révolte, elle se prépare en associant les autres secteurs du camp pour récupérer des armes, pour récupérer des couteaux, de la poudre, des médicaments, des bandages, enfin tout ce qui pouvait être utile à cette occasion. Le 24 août, mon père est chargé par la direction de la résistance de donner le signal, mais Automol, qui était un des pires SS, se trouve par hasard dans le camp. Les déportés se demandent s'ils n'avaient pas eu l'information
par la bande que quelque chose était en train de se préparer et donc mon père décide de repousser la décision. Et une date est fixée en octobre 1944. La décision est prise par la direction du camp que mon père tente une évasion. Et donc, il quitte clandestinement le secteur du Sonderkommando pour se retrouver dans une autre partie du camp où il est repéré par les soldats allemands qui le ramènent au bloc. Et là, par chance, les Allemands décident de lui infliger 200 coups de bâton. Sans doute n'avait-il pas compris exactement que c'était le début d'une tentative d'évasion et qu'il pensait que c'était quelque chose de, entre guillemets, moins grave. Et donc il se trouve sur la place d'appel devant les autres détenus à prendre 200 coups de bâton infligés par des Allemands mais par des capots aussi. Mon père est ramassé quasiment mourant à l'issue de cette épreuve, transporté à l'infirmerie et sauvé par des médecins déportés eux-mêmes qui ont tout fait pour lui permettre de rester en vie. Malgré son état, à l'issue de cette épreuve, mon père avait cette particularité d'avoir une vision optimiste des choses. Il ne songeait qu'à l'action, qu'à contribuer à quelque chose. Il se retape et il croit toujours qu'une action collective est possible, et même avant l'arrivée des troupes alliées. Le 7 octobre arrive et il n'y a pas vraiment de plan déterminé, il n'y a pas d'action coordonnée, mais l'action est lancée à 13h30. Un premier groupe de détenus mettent le feu au bâtiment du crématoire 4. D'autres attaquent des SS avec des armes blanches, des baïonnettes, des couteaux. 3 sont tués et d'autres sont blessés. Des détenus cisaillent des barbelés et parviennent à s'évader du camp en direction de la zone sud. Et les Allemands, assez rapidement, entourent les crématoires 4 et 5 dans lesquels était mon père, qui est obligé d'assister de loin à l'extermination des membres des Sonderkommando des autres crématoires, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Au total, 450 membres du Sonderkommando sont assassinés ce jour-là. Ce type de révolte est rare dans l'histoire des camps de concentration. Et de ce point de vue, ça a une portée symbolique forte. Et je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Janvier 1945, c'est une période extrêmement importante. À l'extérieur, l'armée soviétique se rapproche. Les Allemands cherchent à tout prix à faire disparaître les traces de leur forfait. Et donc, les survivants des Sonderkommando se disent, si on reste dans le camp, on va y passer. Et donc, ils décident de se fondre à cette grande marche imposée par les Allemands aux autres déportés du camp pour les amener à fuir l'armée soviétique. Et ils se disent, il faut que l'on se mélange à cette marche et au moins on a une chance de s'en sortir. Et donc mon père fait partie des quelques membres des Sonderkommando qui décident et qui arrivent à se fondre dans la masse des déportés. Cette marche se déroule dans des conditions épouvantables. Les déportés sont en haillons et parfois même sans chaussures. En Pologne, il gèle, il fait très froid. Les Allemands imposent un rythme où ceux qui n'arrivent pas à suivre sont abattus immédiatement sur place. Et il se trouve qu'au bout de 2 ou 3 jours, se déroule un incident sur le parcours de la marche. Et que mon père et un de ses camarades prennent la décision de s'enfuir du convoi. Ils repèrent une ferme au loin et des meules de foin, et ils décident de se cacher tous les deux dans cette meule de foin. Ils se disent à un moment donné, il faut qu'on rentre dans la ferme, qu'on voit qui est là et qu'on demande de la nourriture. Ils se trouvent devant une fermière polonaise et un jeune homme qui était le frère de cette fermière, qui le rassure en lui disant non, on ne vous dénoncera pas. Mon frère lui-même s'est enfui des obligations militaires. Et il reste pendant plusieurs semaines dans cette meule de foin, et cette fermière leur apporte chaque soir un peu de quoi manger. Et ils ont tenu pendant plusieurs semaines comme ça, dans cette meule de foin, et en réussissant à tenir le coup. En mars 1945, les Soviétiques libèrent cette zone.
Mon père est rapatrié en France fin août, début septembre. C'est le début d'une nouvelle vie pour lui parce qu'à un moment, il décide de ne plus retourner en Pologne. D'abord, il choisit de venir en France. Il rencontre ma mère à Paris et moi j'arrive en 1947 et mes parents se marient la même année en juillet. Après la lecture de ces cahiers, différents sentiments s'entremêlent. Le premier, c'est de comprendre comment il a pu résister à tout cela, comment il a pu tenir le coup, comment... C'est un destin invraisemblable. Le deuxième, c'est la force de cette volonté qui le pousse à la fois à combattre et à survivre. Il ne combattait pas pour mourir, il combattait pour survivre. Le troisième sentiment, c'est la fierté d'être le fils de ce père. Ce qui me rend admiratif, c'est la question lancinante de savoir ce qu'à sa place j'aurais fait. Il m'est arrivé de me sentir moi-même comme un rescapé parce que, à certains moments, il y avait une sorte de confusion dans ma tête entre ce que faisait mon père et ce que je faisais moi. Quand je suis allé pour la première fois à Auschwitz, j'ai eu le sentiment de déjà bien connaître ce lieu et d'en être sorti moi aussi. Comme si vous aviez des images qui s'embrouillent dans votre tête et que tout d'un coup vous ne savez plus faire la différence entre le réel et le virtuel. Donc il y a plein de moments où il y a tout ça qui s'entrechoque. C'est complexe d'être fils de survivant parce que on se pose plein de questions et en même temps, moi dans l'éducation que m'ont donnée mes parents, il y avait toujours une volonté positive et optimiste de l'avenir. Et je dirais, ils n'avaient plus envie pour eux-mêmes, mais ils avaient envie pour moi. Et ça, c'est assez extraordinaire. J'ai toujours eu ce sentiment que dans les situations les plus dures, je m'en sortirais, il y aurait une issue. Ce qui est violent dans le fait d'être fils de Sonderkommando, c'est que, après-guerre, j'ai le sentiment qu'on éludait la question, on n'en parlait pas, parce qu'il y avait dans la tête d'un certain nombre d'autres déportés ou d'autres victimes de la guerre l'idée que les Sonderkommando auraient pu être complices, auraient pu participer volontairement. Ce qui était une accusation terrible. Mais je sens bien que cette question qui explique pourquoi le récit de mon père a été enfermé dans une boîte à chaussures parce qu'il n'a pas pu le transmettre comme il aurait fallu. Mais on rétablit les choses et l'histoire a tranché sur le fait que c'était une tâche qu'ils n'avaient pas choisie mais qu'ils avaient subie et que ça leur rend justice de ce point de vue sur ce que fut leur martyre. Quand j'ai ouvert la boîte, moi mon objectif c'était uniquement de savoir ce qu'il y avait dedans, de transmettre ces textes à mes enfants et à ma famille et à mes proches, et rien de plus. Et puis petit à petit, à partir de ces textes, nous avons fait des recherches, nous avons retrouvé les documents, et donc petit à petit tout ça s'est approfondi. J'ai eu l'opportunité de publier l'intégralité du témoignage de mon père, des 4 cahiers. J'ai compris qu'il fallait absolument que ce témoignage rentre dans la mémoire collective et contribue à établir l'entière vérité historique de cette période. À partir du moment où il a été publié, l'accueil qui lui a été réservé a été extraordinaire. Ouvrir cette boîte à chaussures, c'était à l'évidence une mission, une obligation que j'avais et que j'ai choisi d'assumer. À 78 ans aujourd'hui, j'estime en effet que cette histoire, ce souvenir, est quelque chose d'essentiel et qu'il devrait être porté par les nouvelles générations. Et donc tout ça est une boucle qui prend tout son sens.
Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Adèle Salmon. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.